Je peux? C'est bon, vous avez vos cahiers, vos stylos? Donc bonjour à toutes et à tous pour cette troisième séance, module marketing fondamental ou marketing de base. Aujourd'hui, nous allons finaliser l'évolution de la mercatique puisque la semaine dernière, nous avions commencé ce chapitre pour pouvoir connaître est-ce que le marketing a été figé dans le temps ou est-ce qu'il a évolué. Et nous avions découvert, oui, vous pouvez rentrer. Nous avions découvert que le marketing n'a pas stagné, bien au contraire, il a connu une évolution. Oui. Aujourd'hui, je finalise une très petite partie pour aller à autre chose. Comme nous avions vu en 1945 et les années 60, l'émergence et le développement du marketing, aujourd'hui je finalise avec quoi? Avec le marketing moderne, qui est très récent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il contient? Très rapidement, pour passer à autre chose. Donc, si vous voulez bien noter avec moi, mettez « nouvelle approche du marketing ». Bien sûr, la semaine dernière, j'ai déjà relevé le point suivant, qu'il n'y a pas de différence entre mercatique et marketing. Le marketing est un mot anglais, la mercatique est un mot français. C'est tout. N'ayez pas peur de voir ce mot mercatique, c'est la même chose, sauf que le premier est en anglais, le deuxième est en français. Et je le fais exprès de mettre les deux mots à chaque fois, comme ça vous êtes habitués aux deux. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances? Est-ce qu'il y a une nouvelle approche? Oui. Le marketing, à partir des années 70, ça a changé. Pourquoi? Parce que c'est rentré dans une ère de modernité. Regardez ce que j'ai mis ici. Le marketing, on lui a donné une nouvelle définition comme une discipline de gestion. Maintenant, il n'est plus uniquement une façon de voir les choses ou seulement pour faire connaître le produit, parce qu'on avait dit que le marketing servait à étudier le marché pour mieux faire connaître un produit sur ce marché-là, oui ou non? Maintenant, il n'est plus uniquement un objectif de faire connaître le marché, mais il est devenu une discipline qui fait partie de la gestion de l'entreprise. C'est la première chose à laquelle je pense quand j'ai mon produit. C'est le commercialisé. Je suis plus concentrée sur la commercialisation et la distribution, beaucoup plus que sur la production. Parce que les techniques et méthodes de production, maintenant, nous les maîtrisons. Maintenant, ce qu'il faut maîtriser, c'est les techniques de commercialisation. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises, nous avons un département à part, un département marketing qui fait partie intégrante de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il vise ici? On va bâtir une clientèle, ça nous rappelle le verbe créer, vous vous rappelez? Et à la rendre fidèle. Quand on essaie de rendre fidèle, nous effectuons des enquêtes de satisfaction pour voir si ces clients sont des clients répétitifs, s'ils arrivent à reacheter notre produit ou non. Et s'ils ne sont pas satisfaits, nous essayons de changer, comme par exemple le yaourt. Est-ce que le yaourt de 1980 est le même yaourt qu'aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des enquêtes de satisfaction. Ce sont des enquêtes, des questions que nous posons aux clients dans des magazines, dans des sites. Pour connaître des propositions, on leur demande de proposer. Comment on leur demande de proposer? On met toujours « autre » dans les questions. Et quand on met « autre », on met 3 ou 4 réponses et on met « autre ». La personne est obligée d'écrire une proposition, ce qu'elle pense, une petite idée. Ces idées sont vraiment très intéressantes pour l'entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des yaourts avec des petites parties de fruits à l'intérieur. Nous avons les goûts sont différents, la texture, est-ce qu'il est plus crémeux ou il est léger, est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il est pour les gens qui font un régime, il y a une diversité de goûts, de textures, de saveurs, de packaging, de noms, de couleurs, une certaine diversité créée par quoi? Créée par ces enquêtes. Pourquoi?
Pourquoi? Pour pouvoir mieux satisfaire ses clients. Donc aujourd'hui, nous sommes plus axés étape 2 et non pas étape 1. Avant, le marketing était concentré sur la production. Maintenant, il est concentré sur le client et son besoin. Est-ce que vous avez compris juste l'évolution? Au début, on voulait, par rapport au marketing, par rapport à tout ce qui était vision traditionnelle, on était préoccupé par les machines. On voulait zéro souci, zéro problème, zéro retard. Maintenant, nous sommes préoccupés par la répétitivité de l'achat. Il faut que le client soit satisfait et qu'il essaye de reacheter. Donc, création du client et maintien de sa fidélisation. Ça va? Si je veux répéter avec vous, avant, nous avions quelle idée? La démarche traditionnelle était concentrée sur qui ou sur quoi? La production. Qu'est-ce qui était le plus important? La machine. Et quel était le problème des machines? Elles s'arrêtaient. Donc il fallait au moins ne pas avoir de problème au niveau des machines. Mais après, on est concentré sur le client et ses besoins et sur la répétition de leur achat. D'accord. Donc ici, le consommateur devient qui? Très important, il est au centre d'intérêt de l'entreprise. Avant même de créer le produit, on se concentre quels sont les besoins du client. D'accord. Regardez avec moi ce troisième point que j'ai mis ici. Je parle des caractéristiques du marketing moderne. Le troisième point, c'est l'après-vente. C'est un concept nouveau, à partir des années 70. Aujourd'hui, nous parlons de service après-vente. Est-ce qu'on ne donne pas de la valeur à ce client? Si, parce qu'on veut même qu'il soit satisfait après avoir acheté. Donc, il y a le consommateur que j'ai mis ici. 2, c'est qu'il fait partie de l'entreprise, ce marketing. 3, le service après-vente. Et 4, nous avons élargi le concept du marketing. Il n'est plus uniquement un marketing entrepreneurial, mais il devient un marketing très large. Aujourd'hui, Inouï, quand elle nous fait Inouï, Dir et Dik, vous connaissez? Ça, c'est de la RSE, c'est de la responsabilité sociale de l'entreprise. Elle véhicule, elle distribue des idées de solidarité et en même temps, Inouï gagne de la popularité. Donc, c'est deux objectifs en même temps. Elle se fait connaître, elle gagne en popularité, mais elle est activement socialement. On veut résumer ensemble dans ce slide. De quoi nous parlons? Du marketing D'accord. Marketing moderne. 4 verbes ou 4 actions très importantes dans le marketing moderne. 1. Il participe à la gestion. 2. Donc, il faut construire, créer une clientèle. 3. On va fidéliser le client. Et 4. Oui, renforcer la satisfaction pour le manipuler et le pousser à mieux acheter. Maintenant, 4 points forts sur lesquels on peut jouer en marketing. On peut les appeler 4 caractéristiques ou 4 intérêts du marketing moderne. Le marketing moderne s'intéresse premièrement au consommateur, deuxièmement regardez avec moi la deuxième phrase. Oui, donc à intégrer en interne la fonction marketing. Elle devient une fonction organisationnelle. Aujourd'hui, si tu pars en entreprise, tu peux travailler avec l'entreprise elle-même en tant que marketeur. Avant, il y avait des boîtes de publicité ou des boîtes de communication. 4e caractéristique, l'élargissement du champ du marketing. Il est devenu plus large. On trouve l'exemple de Inouï, on peut trouver les associations, on peut trouver les fondations. Vous entendez la fondation Hiba? Elle fait les concerts, les grands événements musicaux. Il y a plusieurs fondations, Zagora, Hiba, qui font des actions pour les jeunes, pour le divertissement, à caractère social.
Eh bien, elle fait du marketing, elle se fait connaître. Pourquoi? Pour avoir des fonds, pour avoir des sponsors, pour avoir une capacité monétaire pour pouvoir justement faire des actions. L'entreprise, on le sait, c'est à caractère marchand. C'est une création d'opportunités d'achat et de vente. Mais une association, non. Une association, elle te fait un concert de musique pour les jeunes. Elle ne cherche pas le gain monétaire. Elle cherche, oui, bien montré. Elle cherche quoi? Un bien-être social. Il s'agit d'un marketing social. C'est différent. Ce n'est pas un marketing managérial ou un marketing commercial, c'est un marketing social. Je passe à un autre point. Lorsque je parle justement de cette évolution du marketing, il y a 4 points qui m'intéressent. Il y a le volet technologique. Lorsque nous voulons nous installer sur un marché, il serait meilleur d'utiliser le digital, le virtuel, et au lieu que le client vienne chez nous, nous partons chez lui à la maison. On s'installe dans son téléphone, on s'installe dans son PC. Même pendant le confinement, il y avait beaucoup d'entreprises fermées, des cafés fermés, des restaurants fermés. Et qu'est-ce qui se passait? On retrouvait ces espaces publicitaires sur Internet, sur les pages, sur les plateformes, et nous avons accès à l'information. Le consommateur chez lui, à la maison, peut avoir accès à l'information. Donc la technologie, qu'on le veuille ou non, elle s'impose. Elle est devenue, pas importante, mais elle est devenue obligatoire. D'accord. Donc tout ce qui est marketing old school, ça ne marche plus. Maintenant, le deuxième point, c'est la géographie. J'ai mis ici les dimensions du marché s'agrandissent. Et j'ai mis des produits mondiaux. Cela veut dire que si vous voulez donner à votre consommateur uniquement les produits qui se trouvent dans sa localité, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que le consommateur, grâce à Internet justement, grâce au réseau, il est au courant des produits qui se passent à l'extérieur, qui se commercialisent à l'extérieur. Cette jeune fille ou ce monsieur, il veut la même qualité qui se passe à l'international. Donc je dois être capable de produire la même chose et de marketer sur la même chose. Ça va? On peut écrire produits mondiaux sur votre cahier? Comme ça, on la note. Vous êtes arrivé où? Vous êtes ici? Technologie ou géographie? Écrivez produits mondiaux sur vos cahiers. Comme ça, je vous donne une petite définition. Produits mondiaux. Ce sont des produits élaborés, par une chaîne d'acteurs, intégrés. Je répète, les produits mondiaux sont des produits élaborés par une chaîne d'acteurs intégrés au réseau d'échange, intégré au réseau d'échange, attention, permettant sa diffusion massive, sur les marchés mondiaux. Ici, on parle de quoi? De commerce de commerce international, d'import et oui, exactement. Je passe au troisième point qui est la concurrence. Et on peut aussi définir sur votre cahier, parce que j'ai mis ici, c'est l'augmentation du nombre de concurrents potentiels, mais on peut définir ensemble sur vos cahiers. Vous pouvez mettre la concurrence décrit, le verbe décrire, décrit,
Une structure. La concurrence décrit une structure de marché, décrit une structure de marché où vendeurs et acheteurs, sont en nombre suffisant, ça s'entend avec le micro? Sont en nombre suffisant. En économie, la concurrence décrit une structure de marché où vendeurs et acheteurs sont en nombre suffisant pour qu'aucun ne puisse avoir le pouvoir d'exercer une influence sur le prix. Dans ce cas, mettez-la s'il vous plaît. Dans ce cas, l'offre et la demande. Il y a la concurrence. Donc, dans ce cas, l'offre et la demande déterminent le prix d'équilibre. L'offre et la demande déterminent le prix d'équilibre du marché. Et nous avons le quatrième point. Bien sûr, vous remarquez dans chaque séance, je vous donne des définitions parce que le démarrage de l'examen, il est toujours avec 3 ou 4 questions qui commencent par des définitions. Avec toutes les définitions que je vous ai partagées, je vais prendre 3 ou 4 définitions, je vais les mettre les 3 ou 4 premières questions à l'examen. Pourquoi? Parce que je veux que mon étudiant maîtrise certaines définitions basiques. Après, je passe aux autres questions de cours, de compréhension. Ça marche? Donc, il y a le quatrième facteur qui est la demande. Et ici, lorsqu'il y a une demande diversifiée, qu'est-ce qui se passe? Il y a un développement au niveau des services. Je suis avec toi dans un café, nous mangeons ensemble. Tu prends un dessert et le dessert, il n'y a pas de chocolat. Tu appelles le serveur. Tu lui dis franchement, moi je ne voulais pas un dessert comme ça. Il te dit qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis ça aurait été mieux de rajouter un peu de chocolat quand même. Ça va donner plus de goût. Qu'est-ce qu'il il fait? Il remonte l'information au chef cuisinier. Le chef cuisinier n'est pas bête. S'il reçoit 15 propositions par jour, cela signifie quoi? Regardez, cela signifie que voilà ce que les gens demandent, voilà ce qu'ils exigent. Donc lui, il va développer ce service. Il va faire des cakes avec chocolat, des cakes sans chocolat, des cakes. C'est grâce à quoi? Au recueil d'informations qu'il va développer des services différents. Sauf qu'aujourd'hui, lui, au restaurant, il n'a pas fait une étude marché. C'est le consommateur qui lui a fait une proposition. Je passe directement au nouveau mode ou au nouveau domaine d'action. Nous sommes toujours dans le dernier pôle marketing qui évolue. Nous avons vu l'émergence, le développement. Maintenant, c'est vraiment le marketing récent qui a évolué récemment. Et bien sûr, je vais finir ce pôle pour passer à autre chose. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? De marketing de service que nous venons de citer, mais après. Je parle aussi de marketing de distribution et de marketing industriel. On va répondre aux besoins selon chaque catégorie à part. Nous n'allons pas répondre avec un seul marketing.
mais nous allons créer plusieurs types de marketing selon la situation. Si avant, il y avait un seul marketing lié uniquement aux produits, aujourd'hui, il y a le marketing social, le marketing industriel, marketing management, il y a plusieurs types. Vous allez me dire, madame, il y a le marketing digital, on va y arriver. Mais aujourd'hui, on a une diversité au niveau même du marketing. On ne parle pas uniquement du produit, mais de techniques déjà qui sont différentes selon la situation. Est-ce qu'on peut noter une petite définition au niveau du marketing des services? Marketing des services. Alors, vous avez noté, je peux? Il permet de clarifier la stratégie. Je parle du marketing de service. Il permet de clarifier la stratégie de service ou d'une organisation. Il permet de clarifier la stratégie d'un service ou une organisation pour s'approprier ce service au sein de l'entreprise. Pour s'approprier ce service au sein de l'entreprise. Pour s'approprier ce service au sein de l'entreprise. Le service devient connu. Le service devient connu en débat et on crée une culture. En débat, c'est le verbe débattre, on discute, c'est-à-dire on discute sur le sujet. En débat, et on crée une culture sur le service. Je reviens toujours à Orange et Inouï. Orange, oui. Orange, c'est quelle culture? Quand tu vois Orange, c'est quoi la culture? C'est quoi le service qu'elle offre? Directement, une seconde, tu penses à Orange, tu penses à quoi? Le quoi? J'entends pas. Non, je sais que c'est un service téléphonique, mais quand tu penses, comme je vous ai dit tout à l'heure, Inouï, c'est la solidarité. Inouï, c'est la solidarité. Elle a fait beaucoup de campagnes avec Dir Iddik. C'est la solidarité, l'aide. Maintenant, Orange, c'est quoi? Qui vous voyez dans les publicités d'Orange? Vous voyez des bébés, des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées. Qui vous voyez? Des jeunes. Donc, quand on dit Orange, il est beaucoup plus adressé à qui? Aux jeunes, avec une diversité de produits pour les jeunes. Celui-là qui veut travailler, l'autre qui passe un entretien, l'autre qui a des études, l'autre qui veut suivre sur Internet ses cours. C'est un public de jeunes. Donc, lorsqu'il y a eu le service jeune, on a essayé de débattre, de discuter de ce service en entreprise pour le rendre un service officiel et qu'on puisse diversifier notre offre à tous les segments du marché que constituent ces jeunes. Donc c'est devenu Orange. Et d'ailleurs, Orange, c'est quelle couleur? Et l'orange, la couleur orange, c'est significatif de quoi? Quand tu prends la vitamine C, c'est quelle couleur? Donc, lorsque Orange a choisi sa couleur, elle était aussi un choix, pas uniquement au hasard, mais c'était un choix significatif, parce que le choix de couleur aussi est très important en marketing. Donc, l'orange, elle s'est appelée Orange, le choix du nom et le choix de la couleur et le choix du public. Il est? Ben oui, parce qu'un jeune, c'est de la motivation, c'est de la force, c'est du dynamisme, c'est de l'activité. Est-ce que vous remarquez aussi une chose dans les publicités de la campagne Orange? Comment les jeunes sont habillés dans la publicité? Une veste vert fluo, une veste orange, une veste rouge, trop de couleurs.
Pour montrer quoi? Que nous sommes une entreprise vivante, nous sommes une entreprise qui bouge, nous sommes une entreprise dynamique, nous sommes une entreprise qui réagit aux besoins. C'était bien sûr une stratégie ou une démarche marketing qui a eu un débat à l'intérieur. Ils ont pris ce service, ils ont choisi, ils ont fait plein de réunions pour arriver à cette décision. Etisalat al-Maghrib, non. Etisalat al-Maghrib, on montre un autre public, on montre souvent un homme dans une banque, classe. C'est pour une catégorie différente. D'accord. Je passe au marketing industriel. Bien sûr, marketing de distribution, il est facile pour pouvoir faire arriver le produit au consommateur. Mais le marketing industriel, notez-le s'il vous plaît. Le marketing industriel est connu sous le nom business to business, B2B, c'est très connu. Le marketing industriel est connu sous le nom B2B. La lettre B, espace to, T-O, espace la lettre B, B2B. Ou bien business to business. Il y a des personnes qui ne disent pas marketing industriel. Ils te disent c'est du marketing B2B. Ça veut dire business to business. D'accord. Il y a même des personnes qui écrivent B et le chiffre 2 est B. Ça dépend. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne vous cache pas que presque personne n'utilise marketing industriel parce que c'est un mot ancien. Le nouveau mot, c'est B2B. On va faire du marketing B2B. Donc, qu'est-ce que c'est? Notez s'il vous plaît, c'est le type de marketing qui a pour rôle, c'est le type de marketing, on l'appelle marketing management. Vous avez déjà entendu ça? Marketing management. Le management, qu'est-ce qu'il fait? Le management gère une entreprise, aide à gérer une entreprise. Et le marketing aide à étudier le marché et satisfaire le consommateur. Ensemble, on est business to business, de notre entreprise à une autre entreprise. Je vous explique doucement. C'est le type de marketing qui a pour rôle d'augmenter les ventes. C'est le type de marketing qui a pour rôle d'augmenter les ventes de produits, augmenter les ventes de produits ou de services en garantissant une bonne visibilité des industries sur Internet. Lié le plus souvent aux entreprises industrielles. Le marketing des produits. Ce marketing axé ou focalisé sur le produit, c'est le B2C, le business to consumer. Le business to consumer, on va faire attention aux besoins du consommateur et on va adapter notre produit à ce consommateur. On ne va pas le créer selon notre envie, on va créer créer le produit selon l'envie du consommateur. Donc le marketing des produits, business to consumer B2C, celui que nous venons d'expliquer, c'est le marketing industriel, le B2B, c'est le business to business. Et nous avons, ce que nous avons dit pour Inouï, c'est le marketing social. Vous vous rappelez ce qu'avait fait Inouï ou non? Inouï prenait un groupe de jeunes. Elle venait souvent chez nous ici à la faculté. Elle prenait des jeunes. Les jeunes, elle leur donnait un petit badge Inouï et ils partaient aux petites villes du Maroc. Ils aidaient les petits villages à construire une école. Ils aidaient à construire une mosquée. Ils arrangeaient des terrains. Et qui contribuait? Ils cherchaient des sponsors, ils cherchaient des donateurs et ils faisaient ça de leur temps libre, sans que les jeunes soient payés. C'était du volontariat. Mais on voyait toujours, avec ces jeunes qui travaillaient, on voyait toujours le badge Inouï. Et on voyait les t-shirts Inouï.
et on voyait une énorme pancarte violette avec une main, écrit Diridik et en bas Inuit. Deux objectifs en même temps. On aide la société, on implique les jeunes, c'est à caractère social, mais on fait connaître l'entreprise qui est Inuit. Et mentalement, dans la tête des gens, on dit « Waouh, Inuit fait plein de choses pour la société ». Donc, ça devient un marketing social. Et si tu vois que ton quartier il est devenu plus beau, elle part au quartier défavorisé, elle fait de la peinture, elle fait des fleurs, c'est grâce à qui? C'est entreprise Inuit. Donc psychologiquement, il y a une acceptation. Il y a une acceptation. On dit oui, ils font plein de choses pour la société. Donc si tu veux souscrire ou adhérer à une compagnie de télécommunications, psychologiquement, tu seras influencé et peut-être tu vas partir souscrire à Inuit au lieu de Orange ou Etisalat Maghrib ou une autre compagnie. En tout cas, la plupart des entreprises doivent avoir un rôle social. Ça peut être aussi culturel. Par exemple, une entreprise qui va organiser un concours de lecture. Et elle va donner un cadeau à la personne qui lit le mieux. Elle va ramener des jeunes, elle va faire style, comme ce qu'ils font Arab Idol, etc., mais culturel. La meilleure lecture, ils vont donner un budget, un grand chèque à une personne pour pouvoir l'encourager. Mais c'est toujours sponsorisé ou créé par l'entreprise. Donc ça fait un marketing. Je me fais connaître, je touche le plus de consommateurs, mais en faisant une action culturelle ou sociale. Je passe? D'accord. Donc nous passons directement aux besoins. C'est le chapitre 3. Les besoins.